bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une bonne journée. On va essayer, nous, de faire la transition. Mais le sujet ne va peut-être pas être de rigueur, puisqu'on va parler de loi, de justice, et surtout des cas où les personnes qui sont sur le plateau vont nous parler de leur vision de ce que les juges peuvent dire de la loi, et ça va pas forcément plaire. On voit ça dans Causement Réunionnais. La justice, la loi, quand est-ce qu'il faut dénoncer ou pas? Parfois, lorsqu'on dénonce, c'est pas forcément une bonne chose. Bonsoir Claude Leperlier, on en parle de votre affaire dans un instant. Bonsoir Bonsoir Jocelyne Fontaine, qui connaît bien le plateau. Bonsoir Denise Fontaine également. Bonsoir Salim Oussadji, lui est un habitué également du plateau. On va voir des cas précis. On va essayer de ne pas être rédhibitoire, de ne pas être non plus embêtant dans l'explication, mais on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les révoltés 974, j'allais dire, adhèrent des personnes qui ont l'impression que la justice n'a pas appliqué la loi. Je pense que, de manière générale, et ça va être ma première question pour vous, vous avez vraiment l'impression que la justice n'a pas appliqué la loi dans vos dossiers? On reviendra sur vos dossiers après. Mais d'abord, on n'a pas appliqué la loi pour vous, c'est ça? Vas-y. Denise Fontaine d'abord? Alors, pour moi, c'est certain. Donc, je me trouve avec un très gros dossier. Et là, c'est flagrant. J'ai des preuves. Des preuves. D'accord. Donc ça, c'est vrai, il n'y a pas appliqué la loi. Saïm Moussadji, on ne posera pas la question. Oui. C'est toujours la non-application de la loi? Oui, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on en est là, après 12 ans, parce que les magistrats... 12 ans de procédure. Oui, 12 ans, et parce que certains magistrats n'ont pas fait leur travail comme il faut, tout simplement. Ont donné de crédibilité aux procédures adverses, justement, pour pouvoir les permettre de faire durer. C'est ce qui se passe dans la majeure partie des C'est-à-dire dossiers. que dans sa façon de faire la loi, le tribunal, je dirais pas le juge, je dirais le tribunal, crédibilise les gens pour faire passer ou pas leur décision? Oui, de toute façon, avec le droit, on peut interpréter le droit dans un sens comme dans un autre. Dans un sens, ça peut vous donner raison, et dans l'autre sens, ça vous donne raison à l'adversaire. Donc, on voit bien que l'institution judiciaire a été mise en place par le pouvoir. Claude Leperlier, je pose pareil la même question, c'est la loi. Alors, est-ce que vous, en tant qu'individu, vous connaissez la loi qui va dans votre dossier, qu'il faut utiliser pour votre dossier? Est-ce que vous avez appris à connaître cette loi-là? La loi, moi j'ai appris la loi, mais pour moi, il y a aucune justice qui m'ont donné raison, et dans un sens, j'avais tout à fait raison dans ce que j'ai déposé comme plainte, et je me retrouve tout à fait en dessous à chaque fois du jugement, et voilà. Ma question, pareil, Jocelyne Fontaine, c'est le citoyen qui va dans un procès, il vaut mieux qu'il apprenne la loi, qu'il apprenne à connaître la loi, au moins, il saura de quoi le juge va parler, et il saura surtout ce que son avocat aura mis en place comme procédure. En fait, même si on ne sait rien dans son dossier, à force, on est obligé d'apprendre ce qui se passe dans le dossier. Et quand on prend une gifle, on se dit, mais pourquoi il s'est passé ça? Puisque là, on avait raison, mais pourquoi il se passe ça? Et donc, des fois, l'avocat est impuissant aussi. L'avocat n'est pas toujours complice de la démarche, mais des fois, il est impuissant et on a quand même tort. Et là, ça interpelle. Donc, on est obligé après d'aller se renseigner et essayer d'être
au point. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la loi. La loi, c'est dans le code civil ou le code pénal. Il y a aussi quelque chose que on apprend avec le temps, c'est le code de procédure, civile ou pénale. Il y a une façon de faire, et là, cette façon de faire est connue par les hommes de loi, bien sûr, les avocats, les juges, les greffiers, les huissiers, et généralement, c'est tout ce vocabulaire, toute cette procédure, elle est rébarbative pour le citoyen lambda. Et on n'a pas envie vraiment de le faire. Mais il y a un moment, on est obligé. Parce que soit on a de l'argent, on paye, et parfois on n'est pas sûr d'avoir le résultat. Soit on n'a pas d'argent, et là, juste pour vous donner une idée de ce que ça peut coûter, 12 ans de procédure, combien d'argent engagé? Au moins 700 000, au moins. Denise Fontaine? Alors, 4 dossiers. Dans un premier dossier, 37 000, d'un deuxième, 40 000, et puis d'un troisième, 10 000, et un quatrième, je suis encore au stade de 20 000, mais je sais que ça va aller encore beaucoup plus haut, quoi. D'accord. Claude Leperlier, combien d'argent pour son avocat? J'ai dépensé 3 700 euros avec les frais, comment dire ça, les frais judiciaires. 3 700 euros engagés Oui. pour l'avocat, sachant que vous êtes en train de rembourser Oui, je suis 20 000 euros d'indemnité que vous avez normalement dû percevoir après un licenciement. Oui, je suis en train de rembourser. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Depuis le mois de juin, mon compte a été clôturé. L'argent part à mon ancien employeur et retourne sur mon compte. D'accord, on va développer ça dans un instant. De Jocelyne Fontaine, combien d'argent dans la procédure depuis l'ouverture de ce dossier d'expropriation de terrain? Je n'ai pas vraiment fait le total, mais on doit enjamber largement les 30 000 euros. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est quand même importante. Il faut absolument se rendre compte de ça. C'est que soit, quand il n'y a pas d'argent, il y a cette possibilité d'utiliser l'aide juridictionnelle. Il faut savoir que l'aide juridictionnelle, c'est 500 euros qu'on donne à l'avocat qui prend le dossier. Et on sait très bien que pour 500 euros, un avocat, c'est difficile pour lui d'aller au fond du dossier. Surtout quand c'était un gros dossier. Voilà. C'est difficile pour lui aussi de mettre du temps dedans, parce que son temps, ça c'est de l'argent. Et s'il y a un métier où le temps c'est de l'argent, c'est tout ce qui est expertise et également donc avocat. Mais nous retrouvons souvent endettés, c'est-à-dire faire des prêts. Beaucoup d'adhérents font des prêts pour essayer des emprunts, pour essayer d'avoir continuer à faire valoir leur droit. Procédures. Votre association, les Révoltés 974, c'est combien d'adhérents aujourd'hui? On a une quarantaine d'adhérents. Une quarantaine d'adhérents. Et Tous sont dans des situations de justiciables, c'est-à-dire que tous sont en procès. une bonne majorité. Hein. Une bonne majorité. Oui, les procès, ça dure en longueur, et les adhérents sont dans des situations inextricables en quelque sorte. Donc, tous doivent de l'argent à la justice. Oui. Il y en a plusieurs comme Claude qui ont besoin de l'aide juridictionnelle. Quoi. Oui, moi c'est avec les 3 700 euros, plus l'aide juridictionnelle, sinon j'aurais pas pu. D'accord. Alors, d'abord, il y a une chose qu'on ne peut pas éviter, bien sûr, c'est que se retrouver dans un procès. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Alors, on va juste dire, Salim Moussaji, 12 ans de procédure contre la Sogecor. Donc, c'est pour le dossier, on va dire tout simplement, on vous a pris ce qui vous appartient. Oui, voilà. On était deuxième importateur de pneus à La Réunion, 45 emplois créés. Mais on gênait. Donc, il fallait nous éliminer du marché et définitivement. Ils ont voulu le faire définitivement. Et on est tombé dans un véritable guet-apens juridico-financier avec la complicité d'un avocat, justement. Donc, on voit bien, c'est pas que la Sogecor. Ils ont eu des appuis de tous bords. D'une part. Denise Fontaine, 4 dossiers, on a dit. 4 dossiers. Alors, je vais parler d'un dossier. On va rester sur un dossier. Un seul dossier, puis après, je verrai plus tard pour un D'accord. autre dossier si nous avons la possibilité d'être ensemble et de pouvoir continuer de travailler, ce que j'espère, du reste. Et donc, sur un premier dossier, ce gros dossier sur lequel je vais en parler, c'est un dossier d'escroquerie.
une grosse escroquerie. C'est un héritage qu'on a c'est un essayé héritage. de vous soustraire. Voilà, donc c'est une succession, un héritage. Donc il y a un gros promoteur immobilier qui est arrivé dans la succession pour récupérer notre terrain. Et ils ont réussi à mettre tout en œuvre pour arriver à prendre le terrain. Et ils ont réussi parce que mes frères et sœurs, ils ont eu peur, en quelque sorte, de ce qui pourrait leur arriver, un chantage. Ils ont fait un chantage à ce niveau-là. Et moi-même, j'ai tenu tête. Et malheureusement, à force de tenir tête, je suis toujours confrontée à ces gens-là. Oui. Là, c'est vraiment... Donc, la bataille se mène contre une structure. Une SCCV. SCCV. Une SCCV parce que après. Alors, SCCV, ça veut dire quoi? C'est une société civile de construction-vente. D'accord. Parce qu'au moment où j'ai eu cet argent, parce que j'ai fini par accepter une négociation pour pouvoir régler ce problème de succession, puisque moi-même étant seule et en étant avec 6 héritiers qui avaient, eux, ils ont acheté la part des autres, donc ils avaient 6 parts. Moi, je n'avais qu'une part. Donc, je me suis retrouvée en position d'infériorité. Et là, eux, ils étaient, en tant que majoritaires, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils m'ont assigné devant le tribunal. J'ai réagi, forcément. Je n'ai pas accepté ce que eux, ils m'avaient proposé. Et pour, à un moment donné, avoir la paix, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans une SCCV là où ils m'avaient proposé d'acheter des parts sociales avec l'argent que j'avais eu de la succession. Et finalement, eux n'ont pas mis d'argent, mais ils ont utilisé votre argent. Ils n'ont pas mis d'argent. Donc, ils n'ont pas pris aucun risque, mais ils vous ont utilisé pour obtenir des biens immobiliers. Pour faire des profits. De très gros profits dans une grosse structure. Et là encore, on est sur un point qui est essentiel, c'est de dire que ceux qui connaissent la loi utilisent les autres et les manipulent, encore une fois, à leur fin, à des intérêts très personnels, à des profits personnels. À des profits au point où même cette grosse société, une fois qu'ils m'avaient vendu ces parts sociales, ils ont tellement les bras longs, je peux le dire, qu'ils ne m'ont pas donné les documents nécessaires pour la compréhension de cette SCCV. Aucun statut, rien du tout. La seule chose que j'ai pu avoir comme signature chez le notaire, c'est-à-dire l'acquisition de ces parts sociales. Et là, résultat, quand je me suis aperçue au bout de à peine 2 ans, et là, c'était pour des constructions de 93 logements plus 10 commerces qui devaient être vendus, soi-disant, assez rapidement, et moi, j'allais récupérer mes billes, ce que j'avais mis dedans. Je peux le dire la somme, 525 000 euros. Pour pouvoir qu'ils ont récupéré de mon héritage, toujours pareil. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai demandé à avoir tous les éléments pour mieux comprendre la SCCV parce que je voyais que ça partait à la dérive et que ils allaient m'enfoncer. Et j'ai été au tribunal puisqu'ils ne voulaient pas me donner. Et le tribunal, ils m'ont débouté des documents. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est comment un juge, je suis allée dire d'une société, d'une grosse société, qui va dire, on vous a déjà donné, sans preuve, vous n'aurez plus ces documents. Et au bout de quelques années après, en 2016, et ça s'est passé en 2008-2009, cette acquisition-là, en 2016, je finis par retrouver ces statuts. Et en réalité, eux, ils n'avaient pas respecté du tout les articles, les règles qu'ils avaient imposées aux autres dans les statuts, tels qu'apporter ces 525 000 euros, c'est-à-dire par part sociale, 35 000 euros. Moi, j'avais 15 parts sociales. Eux, ils avaient 70 parts sociales, mais ils n'avaient rien mis dedans. Ils n'avaient mis que 62 000 euros au départ pour créer cette CCV. Et donc, forcément, il y avait eu toutes les banques derrière qu'il fallait faire des prêts. Et là, je suis en pleine chute dans un gouffre financier et ils m'entraînent toujours dans ce gouffre financier-là auprès des banques. Puisqu'on est là-dessus, combien il vous reste à récupérer? Là, il me reste à récupérer 62 000 euros de mon apport parce que là, le tribunal avait accepté de me faire rembourser par cette CCV les 460 et quelques mille euros là. Et donc moi-même je n'étais pas d'accord avec ça
Parce qu'en réalité, de mon apport, ils ont enlevé les pertes de la CCV là-dessus, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils que c'est correspondent vous à 62 000. c'est vous qui comblez le Voilà. déficit de l'entreprise. C'est ça. Jocelyne Fontaine, la question, ça reste sur une opération immobilière. Cette fois-ci, c'est avec la mairie de l'étang Salé. C'est une opération de résorption d'habitat, ce qu'on appelle le RHI, résorption d'habitat insalubre. On va vous prendre un peu de votre terrain pour construire des maisons, normalement on dit des logements sociaux, mais c'est pas la façon de faire ne vous convient pas depuis le début. Non. Alors en fait, c'est une opération de résorption d'habitat insalubre. C'est tout un périmètre. Beaucoup de personnes ont eu leur logement modifié. Enfin, des travaux ont été faits. Nous avons demandé une liste des personnes bénéficiant de cette résorption à la mairie, à la SODEGIS, à la RS. On n'en a jamais eu. Vous avez demandé quoi comme document ? La liste des personnes bénéficiant de la RHI. Vous vouliez être sûr que c'était bien il y avait bien Oui. une opération et que des gens qui étaient déjà Oui. listés qui allaient avoir ces logements. Oui. Mais c'était pas vous n'avez pas eu la liste. Non, je n'ai jamais eu la Ce liste. qui veut dire que vous avez pensé qu'il n'y a pas d'opération de RHI, mais c'est plus une opération immobilière où on allait avoir des logements intermédiaires, voire résidentiels. C'est ça. Et donc, et en plus, nos terrains sont nus. En fait, il y a 2 terrains. Mon mari est touché par 2 terrains, le nôtre personnel, dont je parle aujourd'hui, et puis celui de leur succession. Et en fait, ils nous exproprient. Alors, c'est une convention publique d'aménagement illégale, faite. Alors, pourquoi illégal ? Pourquoi illégale ? Parce qu'elle est faite sans concours de SEM. Il n'y a pas eu de consultation ? Non, il n'y a pas eu de concurrence. Mise à concurrence, d'accord. Concurrence de SEM. Donc là, déjà, elle est illégale. Elle aurait dû être annulée. J'ai demandé au maire par 2 fois d'annuler. Il a refusé. Dans son 2e courrier, il me disait même, selon la juridiction, je cours le risque d'avoir le bénéfice de la chose jugée. Donc ça, c'est quand même démontrer une certaine maîtrise de la situation et savoir où il va. Donc il y a ça, il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a aussi je perds le fil. On va y revenir juste après. Je vais passer à Claude Leperlier. Sur son dossier à lui, Ah oui, il a été témoin de 2 choses. Oui. Un, le problème de gaz Oui. que vous avez découvert sur... Alors, on va d'abord dire que vous êtes marin. Enfin, Oui, vous étiez marin en tout cas. Ça fait combien de temps que vous étiez marin à ce moment-là ? J'étais marin sur ce pétrolier-là il y a 20 ans. 20 ans, vous étiez sur le pétrolier. Et pour dire que j'ai embarqué le premier embarquement, j'ai fait, le commandant m'a proposé qu'un voyage à l'essai. Et ça a fait 20 ans, j'ai fait 18 ans. Ça fait 20 ans que vous essayez d'être marin. Voilà, j'ai fait 18 ans et 2 ans, j'ai passé en arrêt maladie sans l'être malade. Alors, on va d'abord prendre les choses dans l'ordre, comme ça au moins les gens vont comprendre. Oui. D'abord, vous avez découvert que les conditions techniques pour ce gaz, Oui. vous avez expliqué ce que c'est exactement ? La sécurité, à bord, c'était vraiment, ils respectaient pas la sécurité, puisque quand moi, au départ... Vous avez découvert que le gaz qui permettait justement de maintenir cette sécurité-là Oui. n'était pas aux normes. C'est une machine qui produit un gaz, et cette machine-là, à chaque fois arrivée à La Réunion, c'est dire qu'il y a une grande importance, puisque quand on arrive à La Réunion, le bateau est chargé 45 000 tonnes de produits inflammables. Si le gazinette ne fonctionne pas, eux, ils déchargeaient quand même. Et pour dire que c'est très, très, très dangereux si ça ne marche pas, puisque quand on arrive dans les ports étrangers où on va à Bahreïn, à Jebel Ali, à des pays où on va chercher le carburant, eh bien, si le gazinette ne fonctionne pas, le bateau ne rentre pas. Là, ça ne fonctionnait pas, mais de toute façon, le bateau continuait quand même à fonctionner. Ah, ici, oui. Ici, à chaque fois... Ça, c'est la chose que vous avez découvert. Oui. L'autre chose que vous avez découvert, c'est ces dégazages sauvages qu'on faisait Voilà, pas loin de nos côtes. il a fait le dégazage sauvage, et pour dire que le dégazage sauvage, c'était pas que du sans-plomb. Au moment qu'il faisait le dégazage sauvage, c'était du fioul qui emmenait pour l'EDF.
Donc ça c'est le fioul. Polluant. Voilà, c'est vraiment un produit très, très épais. Et à chaque fois que le bateau arrivait, quittait le port, la Pointe des Galets, il était prêt à vider son dégazage et à arriver à destination. Là-bas, il fallait payer pour vider ce produit-là. Et comme il ne voulait pas payer, eh bien voilà. Et à chaque fois que le bateau partait en réparation, là, il gardait son lot de lavage. Parce qu'arrivé là-bas, il fallait qu'il donne comment dire, il rend compte, voilà, il a son lot de lavage, et il est là, pour lui, c'était comme ça. Alors, vous avez donc été témoin de ces deux éléments-là, Oui. de ces deux faits, et vous avez eu, pour vous, il fallait avertir. Vous avez averti quelle structure? Au départ, j'ai averti les affaires maritimes, comme j'attendais pas ça. Les affaires maritimes, tout de suite, quand j'ai annoncé, ils m'ont dit de ramener quelque chose d'écrit. J'ai ramené quelque chose d'écrit, et comme le bateau déjà était déjà en opération commerciale, tout le monde a dégringolé sur le quai là-bas pour redébrancher le flexible. Ça s'appelait la girafe, ce flexible-là. Et après, ils ont attendu que la pièce arrive, la pièce du gazinet arrive avec le chef. Là, quand la pièce était arrivée, au bout de, je sais pas, 2 jours après, ils ont remonté, et puis bon, là, ça a recommencé. Et c'est à ce moment-là que vous avez été mis donc en congé. Après ces faits-là, qui a été donc dénoncé par vous, vous avez été mis en congé maladie. Non, là, la première fois que j'ai dénoncé ce gazinet, ils m'ont laissé, j'avais 2 mois de congé, et ils m'ont laissé 7 mois de plus à terre, et puis bon, j'ai été rémunéré quand même. Et Donc, on vous a payé pendant 7 mois sans que vous fassiez quoi que ce soit. sans quoi que ce soit, et après j'ai aperçu que le commandant a commencé de me poser la question, combien vous voulez pour quitter la compagnie? J'ai répondu carrément, j'ai dit, commandant, si je dois quitter la compagnie, c'est à Paris de me le dire, c'est pas à vous, parce que vous me donnez du travail dans la mesure du possible, dans ma fonction, j'exécute, mais autrement, s'il y a quelques propositions à me faire, c'est à Paris de le faire. Et en 2004, quand j'ai débarqué, justement, après une grève de la faim de 9 jours que j'ai fait sur le bateau, arrivé à quai, bon, là, ils m'ont envoyé à l'hôpital Saint-Paul. Et le médecin a reconnu que la grève de la faim que j'ai fait, c'était pour me défendre moi, mais j'étais pas quelqu'un de malade. Donc, eux, ils ont déclenché une procédure, un processus pour dire que vous étiez donc psychologiquement affaibli. Oui, ils ont déclenché cette procédure. Ils m'ont fait passer devant déjà un psychiatre et 2 médecins. C'est 3 médecins qui travaillent pour la marine. Et ces 3 médecins qui travaillent pour la marine ont déclaré que vous étiez inapte. J'étais inapte. Et le médecin, lui, n'a pas cherché. Il a demandé que je passe devant un psychiatre expert. Mais lui, le médecin de la marine, il n'a pas attendu le résultat. Il n'a pas attendu que j'ai un médecin expert pour me présenter devant. Il m'a mis inapte définitif dans mon livret maritime. Vous avez eu donc un congé maladie de 2 ans? Oui, j'ai eu de 2 ans. Et pendant ces 2 ans, vous perceviez vos salaires? Oui, je percevais mon salaire. Et justement, avant de me mettre en arrêt maladie, le capitaine d'armement, il est venu à La Réunion. Il m'a vu, on a pris rendez-vous tous les deux. Il m'a reposé la question combien je voulais pour quitter cette compagnie. Et vous vouliez pas partir? Moi, après, je l'ai proposé. J'ai dit, écoute, ma maison passe location-vente, plus j'ai un crédit de voiture. C'est à vous de me proposer quelque chose. Il m'a dit, en arrivant à Paris, je vous donne la réponse. Je pense qu'il n'est pas arrivé encore à Paris puisque je n'ai pas eu de réponse. D'accord. Et en arrêt maladie, sans médicaments. Voilà. Sans plus. D'accord. Alors, on reste là pour l'instant sur le fait que, vous avez été donc mis en congé maladie forcé pour des raisons que les médecins qui ont été sollicités ont indiqué, on va pas dire qu'ils ont inventé, on va dire qu'ils ont indiqué, et pour l'heure, donc, vous êtes en congé maladie. On reste là parce que je vais d'abord revenir sur le cas de Salim Moussadji. Salim Moussadji, quand on écoute le cas de Claude Leperlier, déjà, on voit que se met en place une
une espèce de toile d'araignée avec des Exactement. médecins. Là, c'est des médecins officiels qui déjà déclarent la personne. On a essayé de dire que vous n'étiez pas psychologiquement Oui, on m'a. équilibré. Par exemple, Maître Patrick Arnaud, qui a été le rédacteur unique des actes, hautement protégé par la haute magistrature locale. Comme il a fait les contrats, il est rédacteur unique des actes. La déontologie des avocats nous dit comme ça que quand vous êtes rédacteur unique des actes en deux parties de vente, en cas de litige entre les deux parties, vous n'avez plus le droit d'être l'avocat de l'une ou l'autre partie. Et pour autant, Maître Arnaud est resté pendant 5 ans avocat de la Sogecor, au mépris total des règles déontologiques de la profession d'avocat. Et il n'y a pas eu, de la part du barreau, l'ordre des avocats n'a pas réagi. On a saisi le procureur général, il m'a menacé de représailles si je continuais à l'embêter. Et on a saisi les bâtonniers successifs, ils n'ont rien fait, jusqu'à ce que 5 ans après, une bâtonnière a décidé de demander juste à Maître Arnaud de se retirer. C'est tout. Et même le bâtonnier suivant, Maître Sainte-Claire, il m'a même dit que ce sera difficile pour lui parce que les archives du dossier Arnaud ont disparu. Et moi-même, Maître Arnaud m'a assigné parce que j'ai dénoncé, et parce qu'il a été la cheville ouvrière de l'escroquerie, hein. Notamment il a fabriqué dans les actes une procédure arbitrale, c'est une première à la Réunion, un tribunal privé. C'était le seul moyen juridique de faire valider la vente. Et j'ai été assigné par Maître Arnaud, il me traitait de malade mental, de fou. Et il voulait même diligenter une expertise. La juge d'instruction de l'époque me dit, Monsieur Moussagier, vous savez, moi j'envisage une expertise psychologique sur vous. Ouais. Après j'ai dit comme ça, je dis ah bon, ça c'est l'avis de mes adversaires, je vais vous faire écouter l'avis d'un des plus gros journalistes d'investigation de métropole qui a été auditionné par Freedom. Et il a parlé de République bananière, que rien n'est normal dans cette affaire, etc. Ah bon, c'est passé sur Marianne, etc. Et quand j'ai expliqué un peu l'affaire, bon, finalement, vous savez, l'expertise psychologique, on va renoncer, je vois bien que, voilà. Monsieur Fontaine, vous avez eu vraiment également droit à un petit mot du maire d'Étang-Salé, je crois, là-dessus. Oui. On disait que vous étiez quoi? Alors, le maire de l'Étang-Salé, à force de lui demander des documents de toutes sortes, il m'a dit un petit conseil. La schizophrénie se soigne de nos jours, évitez de l'entretenir. Voilà, on arrive à la moitié de l'émission, on va faire une petite pause, on reviendra juste après là-dessus. Je pense que l'état psychologique de tout le monde va être décortiqué juste après. Retour donc sur ce plateau, on parle de justice, on parle surtout des méthodes, de la façon de faire lorsque on n'a pas beaucoup de moyens, lorsqu'on est face à une machine qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, surtout qu'on ne connaît pas le code civil, on ne connaît pas le code pénal, on ne connaît pas les textes de loi, la réglementation change énormément, donc être au fait de la loi, ça relève bien sûr d'un parcours du combattant. Autour de ce plateau, nous avons donc 4 personnes qui sont dans les révoltés 974. Il y a une quarantaine d'adhérents. Tous ont leur dossier. On commence aujourd'hui avec ce plateau. Donc, Saïd Moussadji, dans son affaire depuis 12 ans avec la Sogecor. Denise Fontaine, donc 4 affaires, mais surtout le dossier de succession et puis le dossier d'escroquerie dans une SCCV. Voilà, autour de l'affaire immobilière. Jocelyne Fontaine, le dossier concerne également l'immobilier, mais une expropriation avec une affaire avec la mairie de l'Étang-Salé. Vol organisé de terrain. On va pas dire ça tout de suite, comme ça. On va garder quand même qu'on est sur un plateau télé, que ce qu'on dit est écouté et entendu. On va garder notre correction et le respect de la partie adverse qui n'est pas présent. On va donner des faits qu'on maîtrise, qu'on connaît, et on ne parlera pas de vol parce que l'affaire n'a pas encore été au bout, donc on verra. Pour vous, je comprends que vous voyez ça comme ça, mais tant que la loi n'a pas défini le cadre ou les mots qu'il faut utiliser, restons prudents sur ce qu'on va dire. Et puis Claude Leperlier, lui, a eu l'idée de vouloir faire respecter la loi, de dénoncer 2 faits, parce qu'il est marin, 2 faits sur un bateau. Finalement, il s'est retrouvé rapidement
sans travail, il a perçu un salaire pendant un moment, puis il a été mis en congé maladie forcé pendant 2 ans, et au bout de ces 2 ans, il a été licencié, et aujourd'hui, l'indemnité qu'on lui a attribuée, on lui demande de rembourser. Donc voilà, vous avez les 4 cas sur ce plateau, on parle de nouveau de justice, et je reviens sur cet aspect psychologique. Finalement, quand on regarde, on essaye toujours de diminuer, de décrédibiliser l'individu. Et dans vos dossiers, je pense que face au juge, à chaque fois, c'est ça que vous avez ressenti. Nous sommes dénigrés. Oui. Et d'ailleurs, ils vont loin. D'ailleurs, juste après la session à la Sogecor, on a les douanes qui ont débarqué. Et c'est passé à la télé. Il paraîtrait on faisait venir des pneus contrefaits. Et donc, c'est passé à la télévision et tout. Donc, dans les journaux... Là, c'était vraiment de ternir l'image, de Voilà, montrer que... Et pour vous dire, on a négocié avec Goodyear, on faisait venir d'Asie des pneus Goodyear Dunlop, des vrais pneus, qu'on les vendait bien sûr moins cher, parce qu'ici, localement, les lobbies, bon, ils se gavent. Et ben, on a une plainte contre nous. Donc, on a appelé directement le plaignant Goodyear Dunlop France et on les a expliqué qu'on était de bonne foi. On a dit qu'on a arrêté de faire venir parce que la société Fouque était agent. Et ils ont reconnu notre bonne foi. On a fait un accord amiable. Ils ont reconnu que la marque Dunlop était apposée licite. Non, c'est des vrais pneus. Ça aurait dû mettre fin à la procédure. Sauf que notre avocat, ancien juge d'instruction, nous a voulu nous faire signer un accord amiable avec les douanes. Il m'a dit non, moi je vous dis, j'ai vu avec les douanes, soit si on n'a pas un accord transactionnel avec les douanes, vous allez être mis en examen. Donc on va voir la juge d'instruction. Tout de suite, hein. On connaît rien de la justice, c'est vraiment le début du litige. Moi et mon frère, on va la voir à Saint-Denis. Et il nous dit, bon, monsieur Moussaji, moi je vous dis tout de suite, comme je dis à votre avocat, vos problèmes d'argent, j'en ai rien à faire. Si j'ai pas un accord transactionnel avec les douanes sur mon bureau plus tard, je crois que c'était au 17 ou 20 décembre 2006, je vous fous en examen, vous et votre frère. Donc on était paniqués, on va voir l'avocat, il me dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc il fait venir un agent des douanes dans son bureau, certaine Madame Boyer, et là il nous dit, voilà, vous savez combien j'ai négocié? Et là il essaie de nous dire que voilà, dans telle affaire, la personne risquait 1 million, il a fait gagner. Donc on dit, voilà, 100 000 euros, vous risquez jusqu'à 1 million d'euros d'amende, il y a 100 000 euros. Et en plus, c'est pas tout, je vous ai négocié le délai. Heureusement, par la grâce de Dieu, on n'a pas signé. Parce qu'en droit, on reconnaissait l'infraction. Donc, malgré tout, on a fait un compte rendu au procureur de la République de cette conversation, on n'a pas signé. Heureusement, on a suivi une note. On a réfléchi. Intuition. Mais le justiciable qui donne telle situation suit son avocat. C'est-à-dire que là, il y a ce qu'on appelle une conspiration. Exactement. Pour vous mettre dans une situation où vous êtes... Et cette situation devient inextricable. Ça aurait dû mettre fin à la procédure. La Sogecor, on a été mis en examen quand même pendant 7 ans. Et la Sogecor a tout fait, nous a sali, s'est servi de cette affaire-là pour nous salir devant toutes les juridictions, comme quand on était des délinquants, etc. Et 7 ans après, on a eu un non-lieu. Donc on n'a pas payé 100 000 euros. Et on a évité une mise en examen pour rien. Et moi-même, je me suis pris 2 mois de prison avec celui-ci, juste pour avoir appelé le PDG de la Sogecor à plusieurs reprises pour lui dire que je ne lâcherai pas de nous payer quelques textos. Par contre, quand ils nous dépouillent de plusieurs millions, quand j'ai eu des menaces de mort, j'ai fait des mains courantes, là, ils n'ont rien. Voilà un peu le paradoxe. Donc, on voit une démarche où on essaye pour pouvoir mettre fin à cette affaire, on essaye de casser une des deux parties. Voilà, on essaye par voie judiciaire. C'est pareil, vous avez vécu la même chose, Denise? Pas devant la justice, mais par contre avec... eux ont fait pression? Oui, parce qu'en assemblée générale, les premières assemblées générales, là où j'ai assisté, moi j'étais toute seule, je me retrouvais toute seule avec le gérant. Et là, il m'a menacé parce que j'ai voulu essayer d'avoir la feuille de présence, une photocopie comme quoi j'étais bien présente à ce moment-là, pour rester toujours dans la légalité, faire montrer par la suite si j'avais besoin de faire valoir quoi que ce soit. Et là, il m'a arraché le sac, il m'a bousculé et il m'a traité de tous les noms et il m'a dit qu'il va appeler la police. Et qu'il l'a fait, et il a mis ça dans ses courriers pour dire que je l'avais insulté copieusement. Alors là, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que j'avais dit comme gros mot, ou quoi que ce soit à ce moment-là. Denise, pourquoi j'appelle Jocelyne Fontaine? La question sur cette
Ce côté un peu harcèlement, décrédibilisé, quand on est face à une machine, on le ressent. Ah oui, on a senti beaucoup de pression et au début, vous ne comprenez pas parce qu'une expropriation, ça ne se dit pas tous les jours. Et donc, on cherchait, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et puis, en fin de compte, un jour, on a la révélation, on se dit, ben oui, ben, il se passe ça. Et là, on cherche, on est tout le temps sur ordi, on cherche les procédures, etc. Puis on se fait aider, bien sûr. Et on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe, mais eux, ils sont toujours très forts. Ils se tenaient des réunions, des fois, dans notre portail, sur la route. Ils venaient tenir leur petite réunion, là en haut. Ça mettait mon mari dans tous ses états. Et donc, et sur notre terrain aussi, certainement, hein, parce qu'ils faisaient visiter tous nos terrains. Il y a l'hélicoptère qui était stationné sur la maison pendant plusieurs minutes. On a l'impression qu'ils cherchaient je ne sais quoi au travers des murs. Et ça devient... C'est mettre la pression, c'est mettre la pression. C'est pénible à supporter. Et puis après, quand vous découvrez des choses et puis vous vous mettez à écrire, à demander des explications, plus personne. Pas une réponse. Préfet, mairie, Solégis, personne ne répond. Personne. Je suis même venue à Paris avec Mme Graja voir M. Eckert. Et là aussi, pas de réponse, pas de suivi. Nous avons demandé rendez-vous à M. Valls, qui était Premier ministre, qui m'a renvoyé à M. le Préfet, qui, lui, ne répondait pas à mes courriers. Alors, vous voyez un peu, c'est peu de considération pour le contribuable. Finalement, avant de revenir à Claude Leperlier sur son dossier, finalement, c'est ça la question, c'est de n'avoir personne face à soi qui vous tend la main, qui vous aide, et de retrouver face à une machine qui vous broie finalement, parce que c'est eux qui tiennent la machine, c'est ça. C'est ça. C'est ça, il le démontre bien. Pardon, il le démontrait bien dans mon dossier. Hein, c'est quand il me dit, selon la juridiction, je peux bénéficier de l'autorité. Et là, on se dit, mais combien de lois il y a? Ça sert. Quelle loi le sert, puisque... Oui, c'est de savoir quelle est la loi. Ils s'en vantent. Ils s'en vantent. D'ailleurs, moi-même en Assemblée Générale, parce qu'on a vendu 70%, on a gardé 30%, donc on était convoqué aux Assemblées Générales. Donc je refusais de signer la feuille de présence, et je mettais des commentaires clairement, que j'ai fait à des escrocs, etc. Et après, il m'a dit comme ça que face à mes protestations, il m'a dit comme ça, bande de petits cons, je vais vous, le PDG de la Sogecon, qui est juge prud'homal, bande de petits cons, je vais vous démolir. Vous allez regretter toutes les plaintes que vous avez faites contre moi. Vous savez qui je suis? Ici, j'ai la magistrature à mes pieds. Et vous avez vu, c'est qui mon arbitre? C'est un ancien procureur général, donc chef de la justice à La Réunion. Je vais vous saigner à blanc. Et voilà, pour vous montrer que ils sont forts. Et on se rend compte que l'institution judiciaire à La Réunion, l'époque coloniale, n'est pas terminée. On fait attention à ce qu'on va dire. La question, Claude Leperlier, là-dessus, c'est ça. C'est à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous êtes tout seul face à la machine. Alors d'abord, comment... Alors on va revenir là-dessus. Donc au bout de 2 ans de congé maladie, on vous attribue finalement une indemnité. C'est 20 000 euros. Je ne vais pas parler de votre avocat. On va pas... Votre avocat vous avait promis 50 000 euros. Finalement, à l'arrivée... Alors, on va quand même préciser une chose. On a tout fait pour prendre cette décision quand vous n'étiez plus là. Oui, puisque normalement, je devais... Vous étiez venu pour assister à l'audience. On a attendu que vous soyez sorti pour rapidement prendre la décision. Et quand vous êtes rentré, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Et aussi, au moment de passer le jugement au tribunal administratif, il y avait le syndicat et l'avocat. Ça, c'était pour me mettre en inaptitude. Eh bien, je n'étais pas averti de personne, ni d'avocat, ni du juge, ni... Là aussi, c'est une décision qui s'est faite sans vous. Voilà. Et surtout, important, c'est qu'il y a eu une expertise, soi-disant, des médecins, mais il n'y a jamais eu de contre-expertise pour démontrer si c'était vrai ou faux. Ben, moi, c'est pour aussi préciser qu'eux, ils avaient 3 médecins, mais moi, j'avais 2 certificats d'un psychiatre. Il aurait fallu une expertise, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit les psychiatres désignés par le tribunal. Ben, le tribunal, la juge n'a pas voulu, il a dit que c'était pas nécessaire. D'accord. Et aussi, ce qu'ils ont fait avec moi,
Une fois, la dame aux affaires maritimes qui s'occupe des papiers, elle m'a proposé de monter un dossier d'invalidité. J'ai refusé de monter ce dossier d'invalidité. Elle a envoyé les papiers chez moi pour signer, pour remplir, redéposer chez elle. Et Alors, la question, enfin, de Justice Fontaine nous a expliqué que ce dossier d'invalidité, normalement, est assez courant, apparemment. Oui. Est C'est la assez suite courant. d'une longue maladie. Soit suite à une longue maladie. La seule chose, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de ce dossier? C'est ça la question. Comment va être utilisé le dossier pour ou contre vous? ben, pourquoi moi j'ai reçu la réponse de mon dossier qui était refusé, or que j'ai pas rempli, j'ai pas signé, Justement. j'ai pas déposé. Pourquoi j'ai reçu la demande d'invalidité qui était refusée? C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait ce dossier Non. en mon nom. Non. Et voilà. C'est une procédure normale et n'ayant pas répondu, tu refuses Mais systématiquement. quelqu'un, apparemment, l'aurait fait à votre place. Quelqu'un aurait fait à ma place. Puisque, D'accord. Donc, vous avez eu un dossier de demande d'invalidité. Voilà, il est chez moi, il est blanc D'accord. et pas signé, pas rempli, il est chez moi. D'accord. La question, c'est, je reviens là-dessus, c'est que, donc, votre avocat vous avez fait miroiter à 50 000 euros d'indemnité de licenciement. Oui. Finalement, le tribunal ne nous a accordé que 20 000 euros. Oui. Comment ont-ils justifié le fait qu'ils vous ont demandé de rembourser les 20 000 euros d'indemnité? Ça, je ne sais pas. C'est quand l'avocat a fait, peut-être que l'avocat a fait appel. Je pense je suppose. L'avocat de qui? Des affaires maritimes? Non, de mon avocat à moi. C'est-à-dire, je pense, il y a plusieurs personnes, même. Est-ce que vous avez eu confiance? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question j'allais dire, de l'honnêteté de votre avocat? Ben, j'avais pas confiance puisque au départ, quand j'ai déposé une plainte pour un harcèlement moral, quand j'étais encore à bord, cet avocat-là, au lieu de me ramener devant les affaires maritimes, elle m'a ramené devant les prud'hommes. Et au moment de passer devant le prud'homme a dit qu'ils n'étaient pas compétents pour juger le marin. Là, elle a lâché le dossier, elle est partie Oui, parce que travailler c'est une avec affaire, Mme Nassima Denda. c'est pour ça que quand on est victime de harcèlement moral, normalement, ça va devant le tribunal correctionnel, je crois. Donc, je vois pas ce qui était parti faire devant le prud'homme. Ben oui, elle a été avec le dossier de. Alors, dans ce cas, c'était un avocat qui ne devait pas connaître voilà. soit le droit, soit la procédure. Et après, bon, c'est elle qui a fait appel. Et comme j'avais reçu les 20 000 euros, elle a rajouté 50 000. Elle a demandé les 20 000 plus 50 000. Et puis, bon, ben, il y en a des personnes qui disent qu'il ne fallait pas demander cette somme-là. Après, il fallait demander les deux en même temps. Mais elle a demandé les 20 000 plus 50 000. Pour vous, votre avocat vous a mis dans l'embarras? Ah, ben c'est ça. C'est que l'avocat m'a mis dans l'embarras. Et aussi, je trouve qu'il y avait trop de monde autour de ce licenciement. D'accord. Trop. Donc, je termine là-dessus parce que je voudrais aller au bout de son dossier. Donc aujourd'hui, vous remboursez les 20 000 euros, on vous prélève de l'argent sur votre compte, sauf que le compte sur lequel cet argent doit partir, aujourd'hui a été fermé. Donc l'argent vous revient sur votre compte. L'argent revient, sauf... Parce qu'il avait fait une grève de la faim. Oui, aussi, j'ai fait une grève de la faim de 8 jours devant la préfecture en octobre 2017. Octobre, allez, novembre 2017. Et novembre, décembre, jusqu'au mois de juin. Là, c'est au mois de juin que j'ai aperçu que le compte que j'ai viré l'argent a été clôturé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque mois, l'argent est prélevé, va quelque part et vous revient sur votre compte. Il revient sur le compte, sauf les 2 euros et quelques que la banque prélève pour les frais frais bancaires. Oui. D'accord. Ça, et personne ne réagit. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui vient de vous réclamer cet argent? Ben, pour le moment, non, il n'y a personne. On vous a plus envoyé l'huissier alors? Pas de nouvelles, pas rien. D'accord. Ben, écoutez, comme quoi, parfois quand les parties adverses prennent peur et que la loi peut s'appliquer, la justice se fait malgré tout, apparemment. Là, je reviens là-dessus, quelque part aussi, on en a déjà discuté, c'est la question, la posture. Encore une fois, je tiens à le dire, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans le même panier. Dans toute profession, il y a des professionnels, il y a des bons, il y a des compétents, et de l'autre côté, il y a soit des malhonnêtes, soit des incompétents.
Et parfois, il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un d'incompétent, quelqu'un de malhonnête. C'est ça. Dans Ouais, vos c'est- dossiers, d'une manière générale, à quel moment vous vous êtes méfié de celui qui vous défendait, de votre avocat? À quel moment vous vous êtes méfié? Parce que si je vous écoute à un moment, vous avez tous eu un doute sur votre avocat. Bah, Oui. Moi, dans mon affaire actuelle, l'avocat nous a suivis, sauf qu'il n'était pas écouté. D'accord. Par contre, pour le juge, je peux dire, On reste d'abord sur Voilà. l'avocat. Donc, l'avocat, dans ce dossier-là, l'avocat, pour vous, a fait son travail. oui, il D'accord. n'a pas été écouté. Mais il n'a ça, pas c'est- été écouté. Denise Moi, Fontaine. dans mon dossier, mon premier avocat, il a fait tout à fait le contraire de ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire de ne pas... Bon, moi, je n'étais pas d'accord avec les pertes de cette SCCV. Et lui, il a compté. C'est lui qui a demandé au juge de diminuer ça, toutes les pertes de la SCCV pendant 3 ans, sur mon compte courant. Donc, de Parce que répercuter sur votre répercuter argent à sur vous. mon argent à moi. Donc, vous, votre avocat a demandé à ce que vous compensiez les pertes de Les pertes, l'entreprise. Voilà. Ça, c'est votre avocat. Provisoirement, oui. D'accord. Oui, Vous il avez l'a porté mis. plainte contre lui ou pas? Bah non, je n'ai pas porté plainte puisque j'ai continué, puisque je suis encore dans cette SCCV. Et là, ils sont en train de me ponctionner. Et ils sont Et vous arrivés allez encore. porter plainte contre Je votre veux avocat pas finalement porter- ou pas? Non, je ne veux pas porter plainte parce que sinon, je vais passer de procédure en procédure. J'en ai marre. J'en ai partout. D'accord. Salim Moussadji a porté plainte contre un de ses avocats. Bah, contre Maître Arnaud, on a fait condamner à Paris, mais avant, on a été lâché successivement par plusieurs avocats et qui n'ont pas plaidé ce qu'il fallait, donc c'était volontaire, pour amener toujours les Bon, on va procédures quand même- dans le sens. On va quand même dire que ce dossier de Moussadji Sogecor, c'est une entreprise qui valait quand même, qui vaut toujours 4 millions. On a un rapport d'expertise qui a valorisé nos sociétés à 4 millions d'euros. Et si l'affaire avait été jugée devant une justice normale, la vente aurait été annulée en droit. Il y a je sais pas combien, on prend le code de procédure civile. Hein. On vous dit par exemple, le tribunal arbitral, il valide la vente d'une première sentence et dans une deuxième sentence, il condamne la Sogecor à nous indemniser 1,5 million d'euros en préjudice moraux et financiers avec exécution provisoire. Mais le tribunal dit quelle était la situation. La Sogecor n'a procédé à aucune correction des anomalies pour étant décelées et porter à sa connaissance. La volonté de Sogecor de fausser les données, qu'ils ont vidé les stocks de nuit, tout ça caractérise la volonté de Sogecor de fausser, etc. Je vous donne en droit, il y a un adage essentiel qui dit « Fraus omnia corrompit », la fraude corrompt tout. Donc, devant une justice normale, c'est frauduleux. Et ils prouvent même que le prix devenu indéterminable. On prend le code de procédure civile, dans une vente, si le prix est indéterminable, la vente est nulle, etc. Sauf que Maître Arnaud a fabriqué une justice privée. Et c'était le seul moyen de faire valider une vente. Voilà. D'accord. Donc, pour vous donner un peu, ils maîtrisent, ils nous emmènent là où ils veulent. La question pour moi, alors, il y a un fait, c'est que en tant que citoyen, il y a la méconnaissance de la loi, même s'il est écrit que nul n'est censé Ah bah oui. ignorer la loi. Cette phrase-là, il faut la supprimer finalement. Oui, en quelque sorte, oui. Puisque Oui. de toute façon, même si on connaît la loi, on n'arrive pas à se faire entendre. Moi-même, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite maintenant au niveau des juges et comment ils ont été dans mon dossier. Alors- C'est incroyable, quoi. Là, je suis baladée Alors de là, procédure en procédure. là, on est sur l'interprétation. Oui. Alors, sur l'interprétation, c'est pour ça que je disais que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Sur l'interprétation, le juge est, j'allais dire, c'est lui qui décide. C'est arbitraire. Oui. C'est clair que c'est arbitraire. Oui, mais c'est lui qui décide. Et la question, c'est que est-ce qu'il décide, est-ce qu'il interprète la loi Oui. par rapport aux éléments du dossier, ou est-ce qu'il est déjà parti pris? Ah, il est déjà parti pris. Quand, par exemple, moi, je te coupe la parole. Hein. Juste quand même une chose, oui. parce que là encore une fois, je tiens à le dire, parce qu'il y a des décisions qui sont quand même, je veux dire, en règle avec la loi, en parallèle avec la loi. Mais dans les dossiers qu'on voit, on a l'impression qu'il y a la loi, il y a les faits, et puis il y a la décision, l'interprétation Oui. du juge. Et quand vous voyez que vous passez dans un premier tribunal qui vous envoie vers, par exemple pour moi, en tribunal en référé, il m'envoie vers le GEX qui m'envoie, qui dit que c'est pas de sa compétence. Moi, je repars vers l'appel parce que pour moi, j'estime que c'est sa compétence. L'appel qui dit non, qui affirme, qui confirme le jugement du GEX, hein, et qui me renvoie à nouveau je ne sais où,
Je suis déjà passé par les huissiers pour me faire payer. Les huissiers, eux, ils ont dit, ah ben nous, on peut rien faire avec votre dossier. Là, je suis face à un mur. Je ne peux pas me faire payer. Je vais vous donner des exemples concrets. Mais rapidement, parce que... Oui, en 2010, en 2008, ils sont condamnés à 1,5 million d'exécutions provisoires. Donc, ils saisissent le premier président, ils demandent la suspension de l'exécution provisoire. Le président dit à la Sogeco de payer 178 000 et de verser 1,3 million à la caisse de dépôt. Ils n'exécutent pas. On demande la radiation de leur appel pour non-exécution. Leur appel est radié en 2010. Il n'y a plus d'appel. C'est fini. On aurait pu toucher les 1,5 million, sauf qu'une magistrate de la Cour d'appel réinscrit l'appel de la Sogeco en fraude de la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, justement, et là, il faut que je termine parce que j'ai déjà dépassé le temps. La question, c'est comment faire? Quels sont les moyens pour le justiciable face à une décision d'un juge? Tous les recours sont déjà dits. On sait qu'on a droit à ça, à ça. Mais il y a des moments, on a quand même l'impression qu'il n'y a plus de recours. On est face à une machine qui a tout détruit. Oui. Ou vous faites appel quand vous pouvez faire encore appel à la décision, mais quand vous pouvez plus faire appel, c'est l'autorité de la chose jugée. Il y en a qui connaissent bien la leçon, à l'étang salé par exemple. Et par exemple, dans mon dossier aussi, j'arrive au tribunal, il y a une modification du plus. Nous, on est exproprié au prix 2008 avec les rapports d'experts. J'arrive au tribunal avec mon dossier remis à jour, puisque le plus était modifié fin 2017. Et la juge me dit c'est déloyal, voire malhonnête, de lui ramener un dossier le jour où elle clôture les débats. Ah, ça, c'est formidable. Je l'ai vécu vraiment comme une deux gifles. Et en fin de compte, elle a pris le dossier, mais bon... Alors, je vous remercie parce que là, on a vraiment dépassé. Merci d'avoir exposé vos dossiers. On a l'occasion de voir d'autres cas, en tout cas sur ce plateau, de revoir des adhérents donc des révoltés 974, voir un petit peu. La question est de se poser la question comment donner les moyens aux justiciables, je dirais surtout aux personnes modestes qui n'ont pas de relations, qui n'ont pas de réseau, d'avoir des moyens de se défendre correctement, honnêtement. Ça, c'est la question. C'est pas la justice qui est en cause. Ce sont les réseaux qui se mettent en place et qui font que l'interprétation de la loi, l'application de la loi ne se fait pas de manière honnête. Ça, c'est la question. On ne remet pas en cause des professions, des institutions, on remet en cause des individus qui utilisent leurs relations, leurs réseaux pour changer la loi, pour que l'interprétation aille dans des intérêts privés, personnels, parfois financiers. Et ça, ce qui fait que parfois la loi n'est pas appliquée et la loi est mal faite. Les décisions sont mauvaises. Voilà, merci à vous. J'espère que vous avez compris la démarche, on y reviendra, mais encore une fois, c'est l'occasion aussi de voir qu'est-ce qui ne marche pas dans cette société et pourquoi, comme disait La Fontaine, les jugements de cour rendent certains blancs, certains noirs, qu'on soit puissant ou misérable. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.